7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici, Jean Numa Goudou. C'est le magazine Nos Nouvelles qui est chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, c'est demain, la foire santé à Montréal-Nord. C'est une activité extrêmement importante pour des centaines de personnes, soit demandeurs d'asile, immigrants ou visiteurs qui sont de passage. Il y aura plus d'une centaine de professionnels d'origine haïtienne et d'origine arabo-musulmane également, qui offriront leurs services gratuitement, services de consultation en matière de santé. On va vous parler de ça. On vous en a parlé vendredi dernier, mais c'est demain. C'est extrêmement important pour vous de vous présenter à cette activité-là qui est gratis, gratuite. Demain, la foire santé. On va vous parler de ça. On ira retrouver également François-Jean Denis pour toutes les infos sur l'immigration et toujours notre petite analyse de la campagne électorale avec des yeux d'immigrants et analyser la situation des immigrants, les enjeux pour les immigrants ici dans le cadre de cette campagne, de cette élection québécoise. Au Nouveau-Brunswick, ça a été très serré. On espère qu'on n'aura pas ça ici. Enfin, deux chefs de parti, libéral et conservateur, qui se disputent cette élection-là. Ça a l'air qu'il y a une lieutenant-gouverneur qui va devoir trancher cette affaire-là. Est-ce qu'on ira vers ça? On va voir ça avec François-Jean Denis. Et puis en Haïti, on parlera justement de tremblement de terre. Oh là là! Pendant qu'on se chamaille, pendant qu'on challenge Petro-Caribé, qu'on entend les politiciens dans les médias tous les jours, il se passe des tremblements de terre tous les jours presque en Haïti. Plus de 300 depuis janvier qu'on a enregistré. Et le week-end dernier, il y en a eu au Cap-Haïtien. Il n'y a pas eu de dégâts, vous inquiétez pas, mais il y a beaucoup de risques. On écoutera Monsieur Prepti, qui dirige le Bureau des mines et des énergies, qui surveille ces questions-là pour Haïti. On parlera politique, Petro-Caribé aussi, de violence, de convocation de deux citoyens qui avaient porté plainte justement dans le cadre de cette affaire. Le juge instructeur Ramoxit Aximé convoque ces deux citoyens. Donc, c'est le début de l'instruction de l'affaire. Entre-temps, violence à Marchand-des-Salines parce qu'il y a un petit groupe de challengers qui voulaient justement discuter de ça. Ils ont été attaqués. Et on vous parlera de cette sortie de Evans Paul qui critique vertement Jovenel Moïse. On vous parlera de tout ça. À tout de suite, mesdames, messieurs. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Vous dormez mal la nuit, votre matelas vous donne des maux de dos. Eh bien,
la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ça va se passer au centre de loisirs de Montréal-Nord, qui est au 11 121 de l'avenue Salte à Montréal-Nord. Ça commence à 10h, ça termine à 17h et c'est absolument essentiel que je vous dise que c'est gratuit pour tout le monde. Voilà, ça c'est la voix de Marie-Hélène Lully. Elle est l'une des coordonnatrices de la Foire Santé qui a lieu depuis une dizaine d'années à Montréal-Nord. Je sais, je vous en ai parlé vendredi dernier, mais sauf que c'est demain que ça se passe. Et j'ai jugé bon qu'il était important de vous le rappeler encore une fois aujourd'hui et ce matin que cette foire santé, une initiative de l'Association des médecins canado-haïtiens, et il y a des professionnels de la santé des autres communautés comme la communauté arabo-musulmane qui s'impliquent aujourd'hui dans cette foire santé pour son 10e anniversaire. Alors, comment ça se passe? Les professionnels d'origine haïtienne, que ce soit des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des préposés aux bénéficiaires, tout le monde, tous les professionnels de la santé et qui travaillent dans le système de santé québécois, tous ces professionnels-là seront présents à Montréal-Nord demain à partir de 11h du matin, justement pour offrir des consultations gratuites à tout le monde qui juge nécessaire, n'importe qui juge nécessaire d'aller voir un médecin qui pourrait vous conseiller, vous donner des diagnostics. Il y en a même des tests pour le glaucome qui seront réalisés sur place. Et il y a un service de gardiennage pour les enfants. Si jamais vous êtes pris avec des enfants, vous dites « Ah, ben, les enfants, vous ne savez pas où les laisser. » Puis non, amenez les enfants. Les enfants pourraient avoir besoin aussi de consultations gratuites. Eh bien, amenez-les, parce qu'il y aura beaucoup de professionnels de la santé pour vous aider avec ça. Assez souvent, des demandeurs d'asile se retrouvent dans des situations comme ça, ou des gens qui sont sans papier, je dirais, irréguliers. Bon, on ne va pas faire une guerre de mots là-dessus, mais et qui ont peur d'aller à l'hôpital, d'aller au CLSC, d'aller voir un médecin dans le système de santé québécois par peur que les médecins ou les professionnels les dénoncent à l'immigration. Non, c'est pas une question de ça. De toute façon, ce sont des Haïtiens et des immigrants qui seront là et des médecins. Et il n'est pas question de dénoncer qui que ce soit. Donc, ne vous gênez pas de vous présenter là-bas et d'aller participer à cette foire santé qui est soutenue par l'arrondissement de Montréal-Nord et plein d'autres organismes de la région de Montréal-Nord. On va écouter de nouveau Marie-Hélène Lully. On est majoritairement issus de la communauté haïtienne de Montréal, mais par contre, on va avoir plusieurs autres professionnels qui viennent d'un peu partout. Donc, on va avoir, c'est tous des personnes qui sont au Québec, mais on va avoir, par exemple, des étudiants de l'Université de Montréal et de McGill pour le dépistage du glaucome. On a d'autres organismes, on va avoir à Québec, on va avoir Parole d'Exclus. Donc, il y a d'autres organismes qui travaillent auprès des aînés qui ne sont pas, qui sont des Québécois de souche ou qui sont des Québécois de diverses origines. Et cette année, on a déployé des efforts pour mobiliser parce qu'on veut de plus en plus que d'autres communautés se joignent à nous parce que c'est quand même la foire de Montréal-Nord qui s'adresse aux Montréalais en général, mais plus particulièrement aux Nord-Montréalais, jeunes, adultes et aînés. Donc, mais cette année, pour essayer d'aller chercher les communautés les plus, on va dire, les plus isolées, on a fait des efforts pour mobiliser les communautés arabo-musulmanes cette année. Donc, on aura aussi des professionnels arabo-musulmans. Voilà, Marie-Hélène Lully, qui est l'une des coordonnatrices justement de cette foire santé, 10e anniversaire à Montréal-Nord. Ça se passe demain
Donc, il faudrait vraiment planifier. Si vous avez des soucis de santé, si vous avez besoin de savoir où est-ce que vous en êtes avec votre santé, est-ce que vous êtes hypertendu, diabétique ou vous avez des problèmes avec les yeux ou des affaires comme ça, même si vous êtes de passage comme visiteur ici, vous voulez en profiter pour consulter un médecin pendant la journée. Cette journée-là, c'est le temps, c'est l'occasion. C'est une fois par année que ça arrive. Hein? Et alors, profitez-en. Ça va se passer à Montréal-Nord, à la rue Salk, au centre des loisirs à Montréal-Nord. Je suis à peu près certain que François Jean-Denis va être là. Monsieur. Bonjour, Jemima. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, pour vous dire, que ma façon de penser, moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que après 60 ans d'immigration, on devrait être plus loin. On devrait penser à avoir un hôpital, à avoir des choses comme les autres communautés. Moi, en tout cas, mon avis, c'est que on fait ces activités-là, oui, ça aide, mais normalement, bonne chance avec ça. Bonne chance avec ça. Mais on devrait, ça fait longtemps qu'on a pensé à ça, qu'on devrait avoir un journal pour la communauté. C'est ce que Intexto est dans sa 4e année, mais va gratter ça pour savoir combien d'Haïtiens et comment est-ce que la communauté soutient ce journal-là. Bonne chance. Hein? Tu serais étonné de voir qu'il n'y a pas plus de soutien que ça. Hein? Je comprends que c'est une activité, c'est une initiative personnelle, je comprends, mais collectivement, on a échoué. C'est pas normal qu'on fasse toujours. Collectivement, on traîne la même réalité d'Haïti ici aussi, hein, collectivement. Ah oui, ça veut dire qu'on fait des fois, des centaines, une fois par année. Oui, on va aider quelques personnes, mais on a tellement de ressources. Ouais. Mais on va dire que c'est mieux que rien, hein, à défaut d'un hôpital pour les Haïtiens ou un centre, un CHSLD. Regardez, nos vieux là, de la Perle retrouvée, ils veulent mettre l'église à terre pour bâtir un centre qui pourrait accueillir les aînés, qui pourrait organiser des spectacles et tout. C'est très bien situé, ça, sur la rue Crémazie. Mais va inviter des gens qui... Il y a des gens qui ont de l'argent dans la communauté. Va les inviter pour participer à un projet comme ça. Tu vas voir. C'est incroyable. Parce que là, effectivement, regardez dans ce domaine-là, pour les aînés, on devrait avoir effectivement un centre pour les aînés d'origine haïtienne. Le dimanche, on pourrait aller à l'église, on pourrait faire ça. C'est comme les gens et leur mentalité se limitent seulement à avoir un restaurant, à avoir... Ouais, un casse-croûte. On va manger du griot, banane pesée, riz collé. Oui, c'est comme la mentalité des Haïtiens se limite seulement à un restaurant. C'est incroyable, ça. Non, mais le problème, c'est le même qu'en Haïti. On ne se fait pas confiance. On pense toujours que notre frère haïtien nous prépare un mauvais coup. Il n'est pas sérieux. À la base, il y a un problème de confiance. On ne s'implique pas. On n'arrive pas à se mettre ensemble. Et puis, voilà. On pourrait avoir une école, par exemple, dans la communauté. Il y a tellement de ressources. On pourrait avoir un hôpital. On pourrait avoir, par exemple, non, ce n'est pas un hôpital, par exemple, mais au moins un CHSLD. On pourrait avoir beaucoup de choses. On a la même mentalité de misère, des choses comme ça qu'on fait ça et là. En tout cas. Oui, mais en même temps, c'est important quand même. À défaut de ça, je crois que l'initiative de l'Association des médecins canado-haïtiens, elle est quand même louable et c'est demain que ça se passe. Elle est bonne, mais je me pose la question, je ne dis pas que ce n'est pas bon, ça. Mais je me dis qu'on devrait aller au-delà de ça. Voilà que cette activité-là, ça fait 10 ans qu'on l'a fait. Ouais. 10 ans, c'est ce que je la donne. Ouais. Alors, 10 ans, et personne n'a jamais pensé à dire on doit aller plus loin, on doit faire ça. Et puis, on
on est comme une communauté où on nous prend en pitié. C'est ça, et moi, je trouve. C'est ça que je déplore. Lorsque les gens disent, ah oui, nous, vraiment, vous avez beaucoup de problèmes. Mais on ne nous prend pas comme des partenaires. Ah là là. Alors que, en tout cas, Ouais. hein, Ben, en tout cas, c'est bien beau. on parle d'immigration. On parle d'immigration. C'est bien beau d'idéaliser ça comme ça, François. Oui, c'est ça. Alors, parlons d'immigration maintenant. Ouais. Et on parlait d'immigration puisqu'on parlait des gens qui sont arrivés de 60 ans, c'était encore l'immigration. Alors, on va être un peu plus direct dans le temps. Le ministre Blair a fait apparemment une erreur. Il a déclaré, il avait donné une entrevue, il avait déclaré que la plupart des demandeurs d'asile ont déjà quitté le pays parce que leurs demandes n'ont pas été acceptées. Quoi? Oui, le ministre Blair. Quand ça, il a dit ça? En fin de semaine, il a fait une déclaration. Je vais vous dire, c'était sur quelle chaîne de télévision. Mais où est-ce qu'il a trouvé ça, lui? Il y a des, comme vous savez, 32 000 demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière au cours des 18 derniers mois. Ouais. Okay? Alors, il a dit, nous avons découvert qu'un très faible pourcentage d'entre eux avaient le droit de rester et l'écrasante majorité d'entre eux sont partis. Oh là là. C'est ce qu'il avait dit. Oh là là. Alors, ça veut dire que là, je suis en train de voir où est-ce qu'il avait dit ça. Mais et est-ce qu'il ne s'est pas ravisé depuis? Il ne s'est pas ravisé depuis? Non, c'est hier. Hier, il a présenté ses discours en disant que merci. Les données qu'il a présentées ne correspondent pas à la réalité. Mais là encore, il dit encore, on rapporte aussi dans cet article-là, une autre fausseté. On dit que jusqu'à présent, l'agence de services frontaliers a fait 398 personnes. Ça, c'est faux, faux. Parce que depuis on était plus que 500. Ça fait quelques mois qu'on était à plus que 500. Et là, on parlait de 500 d'origine haïtienne. Ouais. On ne parlait pas des Nigériens, on ne parlait pas d'autres communautés comme expulseurs. Alors, ça veut dire que là, dit qu'on a expulsé seulement 398. Alors, on est en train de jouer avec les chiffres. Ça veut dire que quand on veut démontrer quelque chose, ça veut dire que là, il voulait montrer que le Canada, c'était accueillant, voilà, que c'est seulement 398. C'est-à-dire que quand il voulait faire peur aux autres, pour ne pas venir, il sait qu'on a l'écrasante majorité a été déjà déportée. Qu'est-ce que tu veux, hein? La porte-parole en matière d'immigration pour le Parti conservateur, Michel Inter, il dit que, franchement, c'est incroyable. Et ça revient à la même question, que le système est surchargé par des personnes qui ne sont pas des réfugiés légitimes. Pour remettre en question l'entente sur le pays qui est sûr, on ne peut pas faire ça. Il dit que le gouvernement doit renégocier l'entente sur le pays qui est sûr avec les États-Unis. C'est là que viennent tous les demandeurs d'asile. Alors, ça, il faut que le statu quo n'est pas acceptable. Bon. Maintenant, toujours sur les demandeurs d'asile, on apprend que revendique, on a déjà parlé de ça, l'accès aux services de garde subventionnés. Alors, dans une démarche inutile, les demandeurs d'asile portent plainte pour discrimination devant la Commission québécoise des droits de la personne et de la jeunesse parce qu'ils n'ont pas accès aux services de garde subventionnés. C'est quand ça? Ça, c'est hier, ça. Et qui a porté plainte? Les demandeurs d'asile qui apparemment se sont regroupés. Ils ont fait une démarche sur la plume de Agnès Bouda. Okay. Alors, ils se sont... Ils ont fait un suivi de notre article sur cette question-là avec la concertation haïtienne. Bon, peut-être que vous
fouiller davantage pour voir exactement comment ça s'est passé. Alors, ils ont déposé une plainte pour discrimination devant la commission québécoise. Ils disent qu'ils n'ont plus accès au remboursement anticipé du crédit d'impôt qui aide les familles à faire revenir à assumer les frais de garderie privée. Et ça a pris des centaines d'enfants de arriver au du réseau de garderie. Ça empêche d'accéder à la francisation et à l'emploi parce que les gens ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas aller sur puis ça les isole avec les enfants de la société qu'on voudrait activement intégrer. Et ça affecte surtout les femmes demandeuses d'asile ou demandeurs d'asile. Et puis le comité des demandeurs d'asile, ça va être ouvert. Alors, il y a un comité. Alors, la politique d'exclusion a un effet dévastateur sur les familles, dénonce les demandeurs d'asile. OK? C'est une fille Yann, 30 ans, qui est à la base de tout ça. Elle a dû refuser 2 offres d'emploi, l'une dans une usine de matériel électrique, l'autre dans un centre d'appel, parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer une garderie privée pour son enfant de 4 ans. Là, les animaux, ça, ce sont des vrais enjeux. Et lorsque, par exemple, on parle de beaucoup de choses, là, on laisse de côté cet aspect-là. Voilà un enjeu important. Ouais. On veut pas l'identification, on dit oui, on est prêt à aider ces gens-là. Et noter que cette mesure-là a été prise sur le gouvernement libéral. Ça veut dire que voilà un enjeu fondamental. Mais là, absolument. Parce que les immigrants, ou en particulier les demandeurs d'asile, font l'objet des dommages collatéraux du manque d'arrimage entre le fédéral et le provincial. Voilà-t-il pas que le fédéral délivre des permis de travail et en veux-tu, en voilà presque, hein, disons ça comme ça. Et ces gens-là ne peuvent pas travailler parce que sur le plan provincial, ils sont bloqués, ils ont des enfants, et ils n'ont pas accès aux services de garde et ils ne peuvent pas aller travailler. Alors, est-ce qu'ils devront... Et la loi leur interdit, même la loi humaine interdit ça aussi, hein? Que tu laisses ton enfant d'1 an, un poupon à la maison seul, que tu ailles travailler, ça ne se fait pas. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces permis de travail-là? Et après, on va leur proposer du prix avec $75 par semaine. C'est ça. Ça veut dire qu'on va leur dire, mais c'est vraiment inadmissible. Ça veut dire que lorsque la loi de 1954 a été adoptée à l'Assemblée nationale, la départie, M. Ligier, chaque fois répétant, dit qu'on avait dit que ça ne se pas, on ne peut pas accepter ça, que les enfants, par exemple, n'aient pas accès aux contrôleurs. Ce sont les personnes les plus vulnérables, ce sont les personnes les plus pauvres. Et là, vous dites qu'on ne leur donne pas, ou bien vous les renvoyez, vous dites qu'ils ne doivent pas rester au pays, ou bien ils sont là, vous leur donnez au moins un accès à un système pour qu'ils puissent fonctionner. Alors, comment on veut qu'ils aillent travailler, et puis pendant ce temps, on agit aussi, et puis c'est incroyable. En tout cas, il y a la vidéo Yann sont très remontées sur ça. Elle agit, elle demande, par exemple, au gouvernement de faire quelque chose, parce que hier, on disait ça également, même pour les enfants qui ont terminé le secondaire, si les parents n'ont pas de papier, ils doivent rester à la maison, de travailler dans un petit montant, alors que ces gens-là devraient aller à l'école. Ouais. Ça, c'est seulement ici au Canada. Et comment aux États-Unis, on n'a pas ça. Ouais. Ils ne pourront même pas aller prendre un cours de français comme... Oui. Et je dis au Canada, en Ontario, c'est pas ça. Et c'est seulement au Québec. Ah ben oui. Évidemment. Évidemment. Mais il ne faudrait pas le dire trop fort, hein, peut-être. Non, mais ça, c'est seulement un jeu. C'est seulement un jeu électoral. D'ailleurs, moi j'ai remarqué une chose, les amis, dans le débat des chefs avec Patrice Roy. Alors que la société est plurielle, la société, il y a la diversité, on a fait parler 8 personnes, à part le chinois qu'on a fait parler, les 7 sont de souche. Les 7 sont des Québécois de souche. Eh ben, on n'est pas rendu là dans les esprits. Hein. C'est un problème. C'est vraiment un problème.
il y a 8 personnes qui ont pris la parole, qui ont posé des questions au chef. Il n'y a pas eu un noir. Il y a seulement un Chinois qui est ici depuis 32 ans. Les 7 sont des Québécois de souche. On parle d'intégration chaque jour. Les dernières statistiques au niveau du Canada, il y a au moins 3 communautés culturelles qui dépassent le seuil de millions de personnes. Il y a les Noirs, il y a les Asiatiques, l'autre, je ne me souviens plus, mais c'est plus d'1 million de personnes, les Noirs ici. Donc, comment ne pas tenir compte de ces gens-là dans le cadre d'un débat électoral ou d'une élection ou de quelque chose comme ça, Et globalement, j'ai même un Québécois sur 5, un Canadien sur 5 vient de l'étranger. Alors, un Canadien sur 5, vous avez fait parler 8 personnes. Et il n'y a pas eu un noir parmi les 8 personnes. Il n'y a pas eu, parce que celui qui a parlé à Bossa, qui était un Chinois, donc il y a un Chinois depuis 32 ans, il se considère déjà comme Québécois. Mais on n'a pas fait parler un nouvel arrivant. La question à se poser aussi, François, il faut être équilibré. Est-ce que des Noirs se sont manifestés pour poser des questions? Est-ce que tu as cette information-là aussi? On devait faire appel à eux. Et il y a des procédures. Il y a des procédures pour ça et qui sont publiques, qui sont claires, établies. C'est ça aussi un autre problème, François. C'est que les procédures sont là, les lois sont là, c'est là pour tout le monde, mais dans quelle mesure ces communautés-là, les Noirs, les Asiatiques, ou peu importe, est-ce que vous vous impliquez, est-ce que vous cherchez, comment est-ce que vous défendez vos droits? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez mené les démarches nécessaires? Il faut qu'on soit en mesure de poser la question aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste comme ça à tourner les pouces, se croiser les doigts, et puis ça va arriver comme une manne, là. Oui, mais en général, comment ça se fait? Ça veut dire que quand on est assez organisé, on a des groupes qui sont au courant, qui ont les informations, qui partagent ça avec... Voilà, tu commences à parler. Nous, c'est ce que tu disais au début concernant la foire santé, on n'est pas organisé, on ne s'entend pas. Alors, ça veut dire qu'on va continuer à rester comme ça. Non, il ne faut pas. Ben justement, toi et moi, c'est ce qu'on fait là pour l'instant. On essaye de dire aux gens, il faut vous organiser, il faut vous mettre ensemble, il faut que vous commenciez à vous faire confiance et commencer à discuter. Construisez vos réseaux à vous. Moi j'essaye de construire un réseau, par exemple, sur WhatsApp avec Intexto. On a plus de 4000 personnes contactent sur notre téléphone. On espère que ça va grandir. Mais vous imaginez 4000 personnes, s'ils recevaient justement toutes les informations de Intexto et qu'ils les partageaient dans leur réseau, on atteindrait peut-être 100 000 sur WhatsApp. Rien qu'ici à Montréal. Mais non, tout le monde essaye de tirer le drap de son côté. Tout le monde croit que, moi, je peux faire la promotion de ma petite idée, de mon affaire, moi seul sur Facebook, et puis j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi on ne s'organise pas ensemble, qu'on construise une plateforme commune pour justement communiquer? Non, mais là, c'est grave, c'est grave. Et on ne respecte pas les champs de compétences des gens. Vous avez toujours dans le domaine du journalisme, c'est votre domaine, vous êtes très compétent là-dessus. Alors, comment est-ce que moi, je vais décider de faire ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est un autre grave problème. Ça, c'est un autre grave problème. Avec les réseaux sociaux, tout le monde s'invente n'importe qui, n'importe quoi. Voilà. On a... Moi, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais bon. C'est ça. Exactement. Pour terminer avec l'immigration, il y a M. Victor Piché qui écrit toujours sur l'immigration, en parlant de la diversité. Il dit que c'est un fait accompli, même sans immigration. Alors lui, il a essayé de regarder quelques scénarios en disant que si jamais le Québec refusait de recevoir des immigrations, il prend une perspective, si jamais, OK? Même si on décidait de ne pas avoir d'immigrants jusqu'en 2036, la société resterait quand même plurielle
la société serait très diversifiée. Mhm. OK? Parce qu'il dit que la diversité, c'est pas en diminuant l'immigration, c'est pas en arrêtant l'immigration qu'on change quelque chose, que l'équipe n'est plus ce qu'il était, c'est-à-dire homogène, des boutons, des gens avec les yeux verts, tout ça. Mais maintenant, on dit que la société est diversifiée. Vous avez, parce que il faut seulement à Côte-des-Neiges, il y a 98 communautés culturelles à Côte-des-Neiges. 98. 98 Oh ben, communautés culturelles à Côte-des-Neiges. Oui, à Montréal-Nord, c'est plus de 70. Hein? Oui, c'est une mosaïque de Ah bah oui, de- bah oui. Ouais. Alors, ça veut dire que même si on ne voulait pas avoir l'immigration pendant 10-15 ans, ça veut dire qu'on resterait effectivement avec la même société, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus parler d'une société homogène, tout ça. Mhm. Alors, c'est pourquoi il dit que le maître mot, c'est l'intégration, c'est voir comment on peut effectivement intégrer tout le monde. Et lorsqu'on intègre tout le monde, parce que tout le monde se sent à l'aise, tout le monde vit bien, il y a moins de crimes, il y a moins de frustration, Ouais. il y a moins de personnes à l'hôpital. Ça veut dire que ça fait l'affaire de tout le monde. Ben oui, ça fait l'affaire de l'État. On dépense moins. Pour les passes moins, parce qu'il Ouais. y a moins de personnes à l'hôpital. Imaginez cette Nigériane qui dit elle a raté 2 gens parce qu'elle ne pouvait pas trouver une garderie pour sa fille. Absolument. Alors, cette personne-là, elle peut devenir malade, elle peut avoir toutes sortes de problèmes. Quand elle voit qu'elle est restée à la maison, elle peut travailler, elle ne travaille pas, et elle est dans l'un des pays les plus avancés de l'OCDE. Et là, maintenant, elle se dit, mais c'est quoi cette situation-là? Mhm. Alors, Voilà. on a intérêt vraiment à intégrer tout le monde. Merci beaucoup, François. Merci. Et j'avais posé la question pour les élections et là-bas Hein? au Nouveau-Brunswick. Ah oui. tu écoutais ça, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, Ah ouais, mais on verra ça peut-être demain parce que bon, il n'y a pas de décision Oui. encore. en tout cas, pas de problème. OK. Merci beaucoup, François. Ok. Bonne journée. Merci. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les temps deviennent de plus en plus difficiles.
Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. La Direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Pas pour que sur un séisme modéré. Nous pas capable de gagner des dégâts à partir de 5.2 et puis une réplique de 4.4 de votre temps après. Et ensuite, et puis cette là pas située en Haïti. Pour répondre directement à la question, non, pas de dégâts. Et cela s'explique parce que c'est pas en Haïti que je l'ai fait. C'est en République dominicaine. Donc, et puis cette là est très loin. Ensuite, l'altitude est très faible. Voilà. Pendant que les politiciens commentent, occupent les médias tous les matins, toutes les éditions de nouvelles en Haïti, ben, il y a des tremblements de terre qui se passent, qui arrivent tous les jours en Haïti. On croyait que c'était fini depuis 2010, mais non. Imaginez, de janvier à aujourd'hui, selon le Bureau des mines, la personne qu'on écoutait tantôt, c'est Claude Prepti, directeur général du Bureau des mines et d'énergie, qui s'occupe de toute la question des activités sismiques en Haïti. Et de janvier à maintenant, il y a eu au moins 300 tremblements de terre, de faible magnitude évidemment, qui n'ont pas provoqué de dégâts, mais les activités sismiques n'ont pas arrêté depuis le tremblement de terre de 2010. Et pire encore, c'est qu'il y a, on reviendra sur ça tantôt, il y a vraiment un grave problème au niveau de la reconstruction de comment est-ce que Haïti n'a pas revu son habitat, sa façon de construire des maisons, des édifices publics comme les écoles, les hôpitaux, des choses comme ça. On reviendra avec M. Prepti qui va nous parler de ça, mais en attendant, ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre de magnitude 6 et quelque chose, et quelques poussières,
qu'on a ressenti dans le nord du pays au Cap-Haïtien, mais l'épicentre était situé plutôt loin du centre-ville du Cap-Haïtien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de dégâts, qu'il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Mais ça se passait, imaginez, le week-end dernier. Et le week-end dernier où, justement, Jovenel Moïse était au Cap-Haïtien avec une grosse délégation dans le cadre de la canonisation d'un prêtre catholique au Cap-Haïtien. Bref, en tout cas, Jovenel Moïse était au Cap-Haïtien pendant que ça se passait. Et Claude Prepti, l'ingénieur, a dit hier en conférence de presse, écoutez, nous avons 3 régions en Haïti qui sont exposées continuellement à des risques de tremblements de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tremblements de terre qui se sont produits, des dizaines d'années déjà, parfois dans d'autres cas une centaine d'années, sinon plus. Mais ce qui arrive, c'est que s'il y a eu un tremblement de terre dans une région donnée, la probabilité qu'il y ait d'autres tremblements de terre est plutôt forte, toujours dans la même région. Et voici encore une fois Claude Prepti qui nous parle de ça. Donc, nous voyons que zone à risque sismique élevé en Haïti, c'est toute presque l'île du Sud-là, département de l'Ouest, avec les 3 départements du Nord, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Il y a 3 zones qui pratiquement, qu'on a surveillé en pile, c'est des zones à risque sismique, c'est zone Ansavo, qui est dans le département de l'Ouest, qui est un tremblement de terre qui fait en 1952. Depuis, il n'y a pas de gros tremblement de terre encore, donc on a souvent l'autre qui fait, et parce que chaque mois, il y a un petit secousse dans la zone Ansavo. Deuxième côté à risque, c'est la zone fond parisien, tout pour le lac là, qui est un tremblement de terre qui était fait en 1751, qui était fait pour le dégât, qui était détruit Port-au-Prince. Et troisième zone à risque, c'est Cap-Haïtien, en 1842. Ça fait 176 ans depuis que ça fait. Donc, on attend que le parlementaire qui fait la zone là. Donc, les 3 zones qui sont retirées, côté que le parlementaire est capable de faire à n'importe quel moment. Voilà, Claude Prepti, qui justement rappelait les zones en Haïti qui sont à risque de tremblement de terre. Et ce qu'il a déploré de plus, et ça c'est grave lors de cette conférence de presse hier, c'est que les autorités haïtiennes depuis 2010 n'ont appris aucune leçon du tremblement de terre du 12 janvier. Pourquoi? Parce que non seulement il n'y a aucune surveillance au niveau des reconstructions des maisons qui ne sont pas parasismiques, mais encore moins l'État qui reconstruit des hôpitaux, des écoles. Eh bien non, les constructions, selon l'ingénieur Prepti, les constructions commandées et gérées, commanditées par l'État, ne sont pas parasismiques. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque, vous vous souvenez, le tremblement de terre de 2010, c'est arrivé vers 4h43, 53, en tout cas, autour de 4h40 et 5h de l'après-midi. Donc, beaucoup d'enfants qui étaient à l'école avaient quitté l'école, sauf les doubles vacations, comme on dit. Et les hôpitaux, il faudrait que ces bâtiments-là soient parasismiques, puisque, advenant un tremblement de terre, il faudra amener les blessés à l'hôpital. Et si les hôpitaux s'effondrent, eh bien, il n'y aurait plus personne, ni médecins, ni infirmières, ni personnel de santé pour accueillir ces gens-là. La première des choses, d'après ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait vraiment que l'État haïtien s'assure que, à la fois les écoles, les bâtiments publics, comme des hôpitaux, il faudrait que l'État s'assure que ces bâtiments-là respectent les règles de construction parasismique. Et c'est la meilleure façon, advenant une catastrophe comme celle du 12 janvier 2010, eh bien, qu'on arriverait au moins, plus ou moins, à recoller les morceaux, parce que, bon, un tremblement de terre, on ne peut pas éviter ça plus que ça, à part au niveau des constructions et puis la sensibilisation par rapport à ça. Et il y avait une étude qui a été menée dans le Grand Nord, qui est considérée comme une zone à risque pour des tremblements de terre éventuels. Eh bien, la plupart des bâtiments publics, des écoles ou même des commissariats de police, peu importe, tous les bâtiments publics ne sont pas aux normes, ne répondent pas. Et il y a de graves dangers, de graves risques de morts par centaines de milliers dans ces régions-là. Écoutons Claude Prepti.
Grande étude qui est faite dans le Grand Nord, dans 3 départements. Étude ça a révélé que, à Fort-Liberté, l'on prend le lycée Paul-Eugène Magloire, que les techniciens qui analysent la structure ça, ils disent que le lycée ça, si même que l'élémentaire qui était fait en 1942 a passé jeudi, eh bien, l'a tombé. Et que le commissariat, très vulnérable, très mauvais, l'a tombé. Avec tout policier qui a dedans. Délégation, vulnérable ou mauvais. Bâtiment MSPP, peu vulnérable ou bon. Ça, c'est pour faire liberté. L'on prend Cap-Haïtien. L'on prend complexe administratif, bon, vulnérable ou mauvais. J'imagine plus ou moins bon. Lycée Philippe Guerrier, sur la page de l'école, très vulnérable et très mauvais. Il a 2 vacations. Près de 1000 par vacation. La prend un groupe élémentaire dans le Nord. S'il passait, eh bien, bâtiment ça l'a tombé. L'on prend l'hôpital Justinien, côté que pour mener blessé, même qui est traumatisé, très vulnérable, non, ça c'est Philippe Guerrier, très vulnérable ou très mauvais. Hôpital Justinien urgence, très vulnérable ou très mauvais, ce qui veut dire que l'hôpital là tout l'a tombé. Pas de côté pour la soin. Mais oui. Voilà, Claude Prepti qui vient de mettre la table par rapport à cette question de tremblement de terre. Ça fait réfléchir. Hein. Les bâtiments de l'État, les hôpitaux, les écoles reconstruits par l'État haïtien ne répondent pas aux normes parasismiques. Advenant un autre tremblement de terre, ben voilà. L'argent de Petro-Caribé, 3,8 milliards. Pourquoi on n'a pas utilisé une partie de cette somme pour justement s'assurer, même s'il fallait dépenser un petit peu plus, mais au moins qu'on s'assure qu'on ait des bâtiments qui répondent aux normes, qui pourraient tenir advenant un tremblement de terre et ne pas tuer des centaines de milliers de gens comme c'était le cas le 12 janvier 2010. Justement, en parlant de Petro-Caribé, il y a... bon, ça, c'est pas dans le cadre de Petro-Caribé, on reviendra avec ça. Margaret Fortuné, qui le frère de l'autre, là, Gabriel Fortuné, le maire d'Écailles, le bouillant maire d'Écailles. Elle est bouillante aussi, hein, Margaret Fortuné. Elle dirige la loterie de l'État haïtien. Et elle a été convoquée par le parquet de Port-au-Prince sur la base de plaintes ou d'accusations portées par des employés de la loterie sur des malversations éventuelles. Madame Fortuné a répondu par lettre au commissaire du gouvernement, mais elle a rencontré les médias hier aussi pour dire, écoutez, moi, je ne répondrai pas à cette invitation et il faudrait que le commissaire ait eu un arrêt de débat de la Cour de cassation contre moi et il faudrait qu'il obtienne une autorisation du chef de l'État puisque, justement, c'est une directrice générale de la loterie de l'État haïtien qui est un organisme de l'État nommé directement par le chef de l'État et c'est la loi qui dit ça. Écoutez la réponse de Mme Fortuné. Bonne opposition. Il y a des problèmes avec Petro-Caribé. Il y a des problèmes avec l'argent payant qui est mal dépensé. On ne peut pas prendre un jouet à quel monde. C'est que ça non. Si vous besoin arrêter opposant, c'est de voir depuis pour pas faire jeu avec. Pour pas servir avec pour montrer que après les gens dans le pouvoir, après les gens qui sont l'opposition non, c'est que les gens qui sont coupables dans des corruption, vol, gaspiller l'argent de l'État, crime financier, il a payé. Et si me la m'a payé, mais m'a payé pour ça me paye. On pas jouer la lose pour quel monde. D'ailleurs, moun qui connaît ma bataille, même si moi non poste de responsabilité, moi pas danser Petro, moi danser Nago, moi danser Ibo. Pas grand ken moun k'ap camper non, sauf si gen yon arrêté présidentiel qui dit pas directrice encore. Parti politique, quelque chose moun qui derrière là. Il y a des nèg qui a caché derrière parti politique, il pas payé, il a payé. Il y a des nèg qui a bail terre, il pas payé, pas besoin de terre. Il a payé l'État 29 ans. De moun prend un système en otage, la bataille, faut que paye l'État. Si c'est pour ça que je dois aller en prison, je suis prête. Voilà, Margaret Fortuné qui a mis la table et qui a parlé au passage de Petro-Caribé, de toute cette chaîne de corruption, justement. En parlant de ça, il y a le juge instructeur Ramoxy Taximé qui est en charge de l'instruction du dossier Petro-Caribé qui commence à s'activer un peu, puisqu'il y a 2 citoyens, justement, à l'origine, qui avaient porté plainte dans le cadre de cette affaire, qui sont invités à son cabinet, justement, pour discuter de la question. Ça serait le début de l'instruction
de l'affaire Petro-Caribé. L'avocat André Michel confirme l'invitation envoyée à ces deux citoyens. Les citoyens Johnson Colin et Gary Alliance, plaignant dans le cadre du dossier Petro-Caribé, doivent comparaître ce jeudi 27 septembre 2018 au cabinet du juge d'instruction Ramon C. Axiné dans le cadre du dossier Petro-Caribé. C'est une étape cruciale dans le cadre du procès Petro-Caribé parce que désormais, le juge d'instruction va commencer à travailler. Et nous autres avocats, nous déjà commencé le travail sur une requête solide qui sera déposée le plus vite possible au bureau du juge d'instruction pour produire telle demande que de droit. Et seul ça m'a dit population, dossier qui pourrait commencer fait cabinet d'instruction pour qu'on rien du tout. Pas oublier ces Jovenel qui sont au pouvoir, c'est eux-mêmes qui bien contrôlent la justice. Faut mobilisation en continue dans le pays et c'est mobilisation qui pour faire la justice arrêter le plus vite possible monde qui volait l'argent Petro-Caribé. Petro-Caribé toujours, c'est pas toujours facile pour les challengers qui essayent soit de manifester pacifiquement ou de réfléchir, de discuter entre eux. À Marchand-des-Salines, même par rapport au prince, écoutez ça, il y a des citoyens, des professionnels de cette commune-là qui, justement, se réunissaient pour discuter de Petro-Caribé. Ils ont été attaqués à coups de pierre. Il y a eu des blessés. Et selon Evans Seyan, l'un des initiateurs de ce rassemblement, apparemment, l'actuel sénateur de l'Artibonite, Gracia Delva, serait derrière cette attaque. Écoutons M. Evans Seyan. C'est une des premiers matchs qui était 6 septembre pour nous parler, sympathiser avec tout lobby qui a fait cette question comme Petro-Caribé. Malheureusement, il y a un groupe qui est les Hakim Pralé qui était attaqué, non? Il y a un qui est victime, Daniel Fistet li cassé. Ils ont entré dans le claque là, côté nous avons fait rencontre là, ils ont fermé barrière, ils ont fait roche tête cassée. Et pendant qu'ils ont fait ça, ils ont cité non autorité ville là, qui c'est sénateur Gracia Delva et vice-délégué Wadner, Joseph, qui dit yo mettre frappé parce que yo gen chef même si arrêté à blaguer. Et c'était avec vigilance population qui fait notre arrivée, taper pour le long parce que dans la police était venue, c'est déjà total, monsieur Deguet a fait tout ça on a fait et malheureusement il y a un nan qui est victime tête li cassée. Voilà. Petro-Caribé toujours, vous savez, il y a plusieurs anciens premiers ministres qui sont pointés du doigt et qui ont leur effigie un peu partout, sur des poteaux, dans Port-au-Prince, sur des murs, pointés par la clameur publique, la populace, des challengers, des premiers ministres qui seraient impliqués, selon ces gens-là, dans le détournement des fonds de Petro-Caribé. Le premier qui avait parlé, en dehors de la justice, c'est Jean-Max Bellerive. Gary Coney, on ne l'a jamais entendu. Il y avait Enex Jean-Charles, vous vous souvenez aussi, qui avait fait une vidéo à ce sujet. Et on n'a toujours pas entendu Laurent Lamotte sur la question, encore moins Gary Coney. Et Evans Paul, c'est le troisième ancien premier ministre qui s'est exprimé sur cette question cette semaine, depuis hier, dans les médias. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi son avis à lui, Evans Paul, par rapport au dossier Petro-Caribé? On va l'écouter. Et encore la manifestation de la souveraineté nationale. Pour que ça nous ait trois pouvoirs solidaires qui mènent l'État, il y en a dans aussi pouvoir judiciaire là. Nous connaissons un peu, nous redouter capacité pouvoir judiciaire là, mais je dis à nous pas un choix. Soit ou bien nous voulons faire un pays, ou bien nous voulons d'accord, nous grand monde tête nous, et puis là nous avons un problème, nous choisissons qui monde qui placé pour résoudre lui, parce que justement, si nous ne pas résoudre lui par la voie judiciaire, l'a débouché sous violence, et puis il y a une bonne bagaille qui a fait déjà qui n'est pas correct. Le fait que des gens qui ont annoncé, ils vont attaquer les gens, ils vont écraser les gens, ils vont déchouquer les gens. Ils vont comme Petro-Caribé, ils vont chercher. Ils vont mettre portrait les gens dans la rue, etc. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'approche pour résoudre un problème. Si on va pour résoudre un problème, il faut prendre la voie judiciaire, quel que soit le monde ou épinglé ou suspect là,
il présumé innocent jusqu'à ce que il y ait un tribunal qui condamne lui. Et faut que nous d'accord pour nous identifier tribunal ça. Il faut... Voilà, Evans Paul, ancien Premier ministre sous le règne de Michel Martelly, qui s'exprime pour la première fois sur l'affaire Petro-Caribé. Et lors de ces différentes entrevues, Evans Paul s'était montré extrêmement critique vis-à-vis de Jovenel Moïse, qui est du PHTK, et PHTK qui est l'allié de Evans Paul au niveau de la KID. Selon Evans Paul, il y a un petit peu d'amateurisme dans la façon de faire du chef de l'État et qui n'était pas prêt pour être président, selon lui. Écoutons un reportage de Marie-André Bélange sur la question. C'est pas un bagage moins inventé, tout le monde te connaît. Monsieur Jovenel Moïse, c'était un agriculteur, son monde qui t'a préparé pour le candidat au Sénat, une circonstance, côté la fonja des bananes qui fait impact, et puis il vient sorti comme candidat, peuple a voté le président, mais ça pas veut dire il était préparé pour le président. Alors que l'ancien Premier ministre de Martelly reproche à l'équipe en place sa mauvaise gestion de la chose publique, sa formation politique, la Convention Unité démocratique est représentée au nouveau gouvernement. Evans Paul, qui se dit conscient du fait qu'il se pose un problème de cohérence, tente toutefois de justifier cet état de fait. J'ai un membre fondateur qui, et là, m'a parlé de faiblesse parti politique, on va dire qui là-dedans. Non, mais là, un petit problème de cohérence. Ouais, là, pas bon. Ou dit bien sûr. Écoutez, là, elle n'a pas bon, c'est pas que vous quittez l'eau. Nous, pas toi prendre l'eau, mais pas plaquer tes cols dans la mer, puis quitter l'autre monde au pays. C'est pour nous faire effort, pour nous retirer de l'eau dans le bateau, pour le bateau pas couler. Selon Evans Paul, la crise multidimensionnelle à laquelle fait face le pays découle de cette improvisation qu'il a évoquée. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre reconnaît qu'il n'était pas épargné par cette question d'improvisation lorsqu'il occupait la primature. Improvisation, comme ça, il y a crise. De temps en temps, on crise, n'a pas géré. L'aime là, n'a pas géré crise, élection, crise haïtienne, dominicain, taboué, non, pas macon. C'est un gouvernement pompier. C'est ça qu'il faut même débat image de beaucoup de loi. Mais justement, ça fait pompier ça qui pas bon. Par ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette édition, madame, messieurs. 7h57. Merci. C'était nos nouvelles. Ici Jean-Luc Magoudou. Passez une très bonne journée sur les ondes de Radio Centre-Ville.